Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cache-tampon, film radiophonique de Jean-Luc Terex, d'après un roman de Talmadge Powell, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean Bollot, Claude Ligoni, Henri Poirier, Yves Duchâteau, Lisette Lemaire, Pierre Constant, René Farabet, Geneviève Morel, Jean Mauvais, Henri Djanik. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Francis Granal et Arlette Lehambre. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Allô? Ici Steve Griffin. Un appel de l'Inter. Parlez. Steve. Oh, Maureen, ma chérie. Oh, je suis contente de t'entendre. Steve, il fallait que je te parle. Mais Maureen, que se passe-t-il? Tu es malade? Non, ce n'est pas ça. Alors c'est la petite. Non, elle va très bien, elle vient de s'endormir. Steve, je voudrais que tu rentres, tout de suite. Ce soir? Mais j'ai encore un client à voir demain matin. Non, Steve, il faut absolument que tu rentres à la maison. Je t'en prie. Je sais que c'est pas agréable de rouler en pleine nuit, mais... Steve, on cherche à me tuer. Tu as entendu, Steve? Mais voyons, ma chérie, mais pourquoi? Mais c'est un cauchemar. C'est la vérité, Steve. J'ai peur. Il a encore essayé aujourd'hui de me renverser avec sa voiture. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Calme-toi, ma chérie, c'est sûrement une erreur, tu n'as rien à craindre. Et la première fois, c'était avant-hier. La voiture a débouché, j'ai fait un saut de côté, il m'a manqué. Sur le moment, ça m'a secoué, mais je ne pensais pas qu'il l'avait fait exprès. Seulement aujourd'hui, Steve, il a recommencé. J'étais allée au magasin d'alimentation. Je me suis garée dans la rue parce que le parc de stationnement était trop encombré. Et au moment où je descendais, il a surgi de je ne sais où. La même voiture. Une conduite intérieure vert foncé. Exactement comme la nôtre. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qui te poursuit ainsi? Pourquoi? Oh, ne me questionne pas, Steve. Je sais, j'aurais dû tout te raconter depuis longtemps, mais... Bon, j'arrive. Il faut tout de suite prévenir la police. Hein? Oui, Steve. Mais je veux que tu sois là, auprès de moi, quand je leur dirai... Quand tu leur diras quoi? Que je... Non, quand tu seras rentré. Reviens vite, chérie, je t'en supplie. De Coster, brigade criminelle. Votre nom? Steve Griffin. C'est votre femme qui a disparu? Oui. Depuis quelle date? Depuis cette nuit. Ne vous affolez pas, elle va rentrer. De toute manière, il est trop tôt pour ouvrir une enquête. Oh oui, je sais, mais il faut faire quelque chose tout de suite. Ma femme est en danger, vous comprenez? Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il y a 3 heures, j'étais à 150 km d'ici en voyage d'affaires. Elle m'a téléphoné pour me dire que quelqu'un avait essayé de la tuer. Elle paraissait terrorisée. Je suis parti aussitôt et, en rentrant, j'ai trouvé les lumières allumées au rez-de-chaussée et ma petite fille endormie au premier étage. Mais Maureen avait disparu. Oh, elle s'est sans doute enfuie dans un moment d'affolement. Nous la retrouverons. Mrs. Griffin était sujette à ces crises? Mais vous n'y êtes pas, lieutenant. Maureen n'est pas une femme à se faire des idées et à s'imaginer que quelqu'un la poursuivait. Qui la poursuivait? Je n'en sais rien. Elle m'a dit qu'elle me l'expliquerait dès que je serais rentré. Elle savait qui c'était? Je crois que oui. Il a essayé de l'écraser 2 fois avec sa voiture. Une conduite intérieure vert foncé, comme la nôtre. Vous avez une photo de votre femme? Voilà. Vous permettez? Je vais donner des ordres. Jacques, tenez.
Transmettez tout de suite son signalement par radio. Vous avez déjà le nom et l'adresse, hein? Asseyez-vous, Griffin. Parlons un peu, voulez-vous? Parler. Vous croyez que c'est le moment de parler? Je comprends ce que vous éprouvez. Mais la police est organisée. N'ayez crainte, Griffin, on retrouvera votre femme. Mais d'abord, parlez-moi d'elle. Mais que voulez-vous que je vous dise? Maureen était une femme pareille à des milliers d'autres. Elle aimait son foyer, nous étions heureux. Nous avons une petite fille de 4 ans. Nous nous sommes connus pendant la guerre, elle faisait partie d'une troupe de théâtre aux armées. Elle adorait se coucher tard, fréquenter les artistes, mais depuis la naissance de la petite, elle ne parlait plus guère de tout ça. Et vous? Comment gagnez-vous votre vie? Je suis associé dans une petite entreprise. Mon associé se charge de la partie administrative et moi, je vais voir les clients. Je voyage beaucoup. Vous êtes donc souvent absent de chez vous? Oui, la plupart du temps. Allô? Ici Steve Griffin. C'est pour vous, lieutenant. Ça vient du commissariat. Merci. De Coster, à l'appareil. Oui? Ah. Nous allons avoir besoin d'Elda Darity ici. Envoyez-la immédiatement. Écoutez, Griffin, c'est peut-être une erreur, mais il faut que vous veniez avec moi. Pour certaines vérifications, vous comprenez? Oui. Oui, je comprends. Mais ma petite fille... Je vais demander qu'on envoie ici une assistante de police, le sergent Elda Darity. Elle aime bien les enfants, elle s'en occupera. Elle est dans un triste état, lieutenant. Je pense que le médecin légiste ne viendra que demain après-midi pour l'autopsie. Venez, vous pouvez entrer par là. Vous êtes monsieur Griffin? Oui. J'espère qu'on vous a dérangé pour rien. Venez par ici. Mon Dieu. Maureen. Mon Dieu. Je suis désolé, Griffin. La reconnaissez-vous formellement? C'est mon devoir de vous poser cette question. C'est bien elle. C'est Maureen. Ma femme. Je vais vous raccompagner chez vous. Venez. L'assistante de police pourra rester si vous le désirez. Mademoiselle? Vous êtes sans doute Steve Griffin. Je suis Vicky Clayton. C'est la police qui vous envoie? Non, je suis Vicky. Maureen ne vous a jamais parlé de moi? Peut-être que si, mais je ne sais plus, je suis tellement bouleversé de ce matin. Ah oui, bien sûr. Je suis désolée, Steve. Maureen et moi étions amis et... Vous êtes au courant? Oui. J'ai lu le journal ce matin. Entrez, je vous en prie. Voudriez-vous un peu de café? Je viens justement de le faire. Merci. Vous habitez ici depuis longtemps, Miss Clayton? Je suis arrivée il y a quelques jours seulement pour rendre visite à des parents. J'ai téléphoné à Maureen. Je devais être absent, oui. Je l'étais si souvent. Vous l'avez peut-être connue quand elle faisait du théâtre? Oui. Voulez-vous me permettre de m'occuper de votre petite fille, si vous n'avez personne? Mais... Je vois qu'elle joue dans le jardin. C'est vous de Coster? Entrez. Avez-vous quelque chose de nouveau?
J'ai le rapport du médecin légiste. Lésion cérébrale occasionnée par une voiture qui l'a renversée dans Timmon Street. Timmon Street? Sur les quais dans ce quartier affreux? Oui. Alors j'imagine qu'elle n'avait pas l'habitude de s'y rendre. Et elle n'y est pas allée toute seule, à pied. Donc je présume que ce type est venu ici, l'a emmené, il l'a persuadé. Persuadé? Mais elle le connaissait donc? Oui. Elle vous a téléphoné. Puis nous supposons qu'il est venu, il a certainement dû venir. Ils sont partis d'ici ensemble. Ils arrivent à Timmon Street, là, elle comprend de quoi il s'agit, ce qu'il veut d'elle. Peut-être pendant le trajet a-t-elle discuté. Mais elle comprend maintenant que c'est fini, elle se débat, ouvre la portière et s'échappe. Il la poursuit en voiture. Mais c'est impossible. Mais comment aurait-il pu se connaître? Comment aurait-elle pu? Voyons, Griffin. Votre travail, m'avez-vous dit, vous retenez la plupart du temps loin d'ici. Oui. Ce que devait vous apprendre votre femme hier pouvait avoir trait à son passé. Que voulez-vous dire? Que jusqu'ici, elle avait pu le dissimuler pendant les week-ends que vous passiez auprès d'elle, et puis brusquement... Non, je ne le pense pas. Maureen était bien trop sincère pour me cacher quoi que ce soit pendant si longtemps. Il arrive un moment où l'on ne peut plus se taire, Griffin. J'aimerais jeter un coup d'œil sur ses affaires personnelles. Votre femme a fait du théâtre, elle avait peut-être un album dans lequel elle collait des coupures de presse où l'on parlait d'elle. Oh non, non. Elle égarait toujours les articles avant d'avoir eu le temps de les classer. Disposait-elle d'une fortune personnelle? Ouais. Elle avait son compte en banque. Son carnet de chèques doit se trouver dans un tiroir de la table de chevet. Venez. Venez, allons jusqu'à sa chambre. À votre avis, Griffin, ses comptes sont en ordre? Voyez, il me semble qu'il y a beaucoup de petits chèques au porteur depuis quelque temps. Oh oui, oui. Tout cela est hors de proportion avec ce qu'elle dépensait d'ordinaire. Nous trouverons qui était le bénéficiaire. Tiens, le manuscrit d'une pièce de théâtre. Devait-elle répéter, ou rejouer dans une troupe d'amateurs prochainement? Elle ne m'en avait pas parlé. Cette pièce a été écrite par un nommé Randy Price. Oui, je vois son nom et son adresse sur la première page. Randy Price, 47, Shelley Oakland. Vous le connaissez? Randy Price. Le nom ne me dit rien, mais... Vous savez, Maureen connaissait beaucoup plus de gens que moi. Ce Randy fait sans doute partie du petit groupe d'amis qu'elle fréquentait qui s'intéressait comme elle au théâtre. Vous venez avec moi lui rendre visite? Oui, mais... Si nous sortons, il faut que je prenne des dispositions au sujet de ma petite fille. Voulez-vous que l'assistante de police revienne? Oh non, non. Non, il y a là à la maison une amie de Maureen qui vient d'arriver. Je vais voir si elle peut rester. Vicky, je ne sais comment vous remercier. Vous avez tellement contribué à distraire ma petite fille pendant cette matinée. Oh. Steve, je crois que la pauvre petite s'est faite à l'idée que sa mère serait absente quelque temps. Quand elle ne lui manquera plus autant, on pourra peut-être trouver un moyen de lui apprendre la vérité, oui, sans trop l'impressionner. Certainement. Vous êtes très bonne, Vicky. J'adore les enfants. J'aime m'en occuper. Je suis professeur, vous savez. Vicky, je sors avec le lieutenant. Pouvez-vous rester encore un moment avec elle? J'hésite à la confier à une assistante de police. Une enfant sensible et émotive comme elle. Ne vous inquiétez pas, je suis libre de mon temps aujourd'hui. Merci, Vicky. Je vais rendre visite à un nommé Randy Price, un auteur dramatique. Ce devait être un ami de Maureen. Vous le connaissez peut-être? Son nom me dit quelque chose. Vous êtes bien Randy? Randy Price? Oui, monsieur. Je suis Steve Griffin. Oh, alors vous êtes le mari de Maureen. Oh, s'apprécie, mais entrez donc. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et vous aussi, monsieur. Oh, Steve, par exemple, ça c'était une surprise. Maureen a toujours dit qu'elle s'arrangerait pour nous faire connaissance quand vous auriez un moment. Dommage qu'elle n'ait pas pu venir. Mais installez-vous, je vais tâcher de trouver un peu de bière ou de whisky. Ne dites rien, il n'est pas au courant. Là, voilà. Vous aussi, Steve, vous vous intéressez au théâtre? Oh, je n'y connais malheureusement pas grand-chose, Randy. Mais je lui dois d'avoir rencontré ma femme. En effet, elle me l'a dit. Moi, j'écris.
Bien sûr, je suis encore loin d'être un auteur connu, mais j'apprends. J'étudie les êtres, les gens. Ainsi, tenez, Steve, je ne pourrai jamais assez m'acquitter envers votre femme. Elle a un tel sens du théâtre, elle m'aide. Je réécris des tas de scènes et de répliques sous ses directives, et j'en ai des pièces, toute une malle, pleine de manuscrits, et fin prêt. Il y a 2 semaines, quand j'ai fait la connaissance de Maureen... Et où l'avez-vous rencontrée? Chez des amis. Bref, je ne me doutais pas de la chance inespérée qu'elle... Enfin, pensez, elle a conservé pas mal de relations à New York, à Greenwich. Elle va confier mes meilleurs manuscrits à un bon agent littéraire et... Nous avons un de vos manuscrits dans la voiture. Madame Griffin avait peut-être l'intention de le montrer à cet agent. Mais pourquoi me renvoie-t-elle ce manuscrit? Elle n'est pas malade, au moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Price, je suis de la police. Je ne comprends pas. Quand avez-vous vu Madame Griffin pour la dernière fois? Et qu'est-ce que ça signifie? Mais lui est-il arrivé quelque chose? Vous n'avez pas répondu, Randy. Je l'ai vu chez elle. Mais si vous me disiez... À quelle heure? Je ne sais pas. Dans l'après-midi, peut-être vers 4 heures ou plus tard. J'étais descendu en ville acheter du papier à machine au retour. En passant devant chez elle, je me suis arrêté. Elle m'a dit qu'elle était un peu fatiguée, qu'elle n'était pas encore sortie faire ses courses. Alors, je lui ai proposé de m'en charger. Elle a refusé, je suis reparti. Vous êtes rentré directement? Oui, mais à quoi riment toutes ces questions? Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai bu une bière, je me suis assis là, j'ai commencé à travailler. Écoutez, j'aimerais bien savoir. Jusqu'à quelle heure avez-vous travaillé? Je n'en sais rien, jusqu'au moment où j'en ai eu assez. Alors je me suis affalé sur mon lit et je me suis endormi. Maintenant, allez-vous me dire si... Mrs. Griffin est morte. Morte? Mais... ce n'est pas possible. Elle a été renversée par une voiture hier soir, dans Timmon Street. Comment est-ce que ça a bien pu lui arriver? Maureen... qu'est-ce que je vais faire? Vous pourriez penser aussi à elle et à Griffin. Je ne l'oublierai jamais. Pardonnez-moi, Steve. C'est un tel coup pour moi, pour mon avenir. Timmon Street? Mais qu'est-ce qu'elle faisait par là? Nous pensons qu'on l'a emmenée là-bas de force, qu'on l'a tuée exprès. Vous comprenez? Écrasée au moyen d'une voiture semblable à la leur. Connaîtriez-vous quelqu'un qui a une grosse conduite intérieure vert foncé, comme celle-ci? Non. Hier, Mrs. Griffin vous a-t-elle dit si quelqu'un devait venir la chercher? Non. J'ai eu seulement l'impression que quelque chose la tracassait. Oui, c'est ça. Steve, quand aura lieu l'enterrement? Après-demain. J'irai. Je suis désolé d'avoir fait votre connaissance dans des circonstances pareilles. Moi aussi, Randy. Steve, elle m'avait prêté un peu d'argent. Je vous le rembourserai dès que... Non, nous en reparlerons une autre fois. Je vous ramène chez vous? Oui, j'aimerais passer par Timmon Street. Voilà. C'est ici qu'on a découvert son corps. Vous voyez, il y a encore des marques tracées à la craie. Jugé par la position, elle devait se trouver de ce côté-ci, oui, quand il l'a renversée. Même pas de traces de dérapage. Il n'a pas essayé de s'arrêter. Il n'a cherché qu'à l'écraser. Oui. Et Timmon Street est une impasse qui aboutit à un quai. Donc, il lui a fallu faire marche arrière après avoir... Il n'y a pas de traces. Je comprends pas. Allez, Steve, rentrez chez vous. Bonjour, Steve. J'ai pensé que vous n'aviez peut-être pas déjeuné. J'ai préparé... Merci, Vicky. Ça s'est bien passé avec ma petite fille? Oui, jusqu'ici. Steve, j'ai réfléchi, vous savez.
Et comme, justement, je n'ai pas de travail en ce moment... Mais je croyais vous avoir entendu dire que vous étiez dans l'enseignement. Oui, mais pas pour l'instant. Ce sont les vacances scolaires, j'ai beaucoup de temps libre. Et, vous savez, ça ne va pas être commode pour vous de trouver quelqu'un pour tenir la maison et s'occuper de l'enfant. Steve, je vous en prie, laissez-moi vous aider. Pendant quelque temps au moins. Jusqu'à ce que vous ayez la possibilité de reprendre une vie normale. Vicky, je vous suis très reconnaissant. Et j'accepte volontiers. Vous savez, Steve, c'est pour Maureen que je fais ça. Vous connaissez Mrs. Griffin, n'est-ce pas? C'était une cliente de votre épicerie. Oui, certainement, lieutenant. L'avez-vous vue hier? Bah oui, lieutenant, comme tous les jours. Hein? Oui, elle était venue acheter du sucre, je crois. Et vous n'avez rien remarqué de particulier? Ah oui, c'était dans l'après-midi. Il y avait plein de voitures dans le parc de stationnement et elle s'était garée dans la rue en face. Alors, en sortant d'ici, elle a traversé la rue. Et à ce moment-là, une voiture a débouché à toute vitesse. Mrs. Griffin l'avait aperçue et elle a poussé un cri, s'est mise à courir pour traverser plus vite. Mais au lieu de faire un crochet pour l'éviter, le type s'est affolé et a foncé sur elle. S'il n'avait pas eu le réflexe de sauter sur le trottoir... Et vous, qu'avez-vous fait? Je me suis précipité pour aider Mrs. Griffin à se relever, elle avait perdu l'équilibre. Et que vous a-t-elle dit alors? Qu'elle n'avait absolument rien, qu'elle ne voulait pas voir de docteur et qu'elle rentrait chez elle. Elle est remontée en voiture et elle est repartie. Oui. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que sa voiture ressemblait exactement à celle qui avait failli la renverser. Vous n'avez pas noté le numéro, naturellement. Oh non, tout ça s'est passé si vite. Oui. Mais Mrs. Griffin, vous a rien dit à propos de la voiture ou du conducteur? Elle pleurait, elle réclamait son mari. Ah, et puis elle a dit aussi qu'il fallait qu'elle joigne quelqu'un. C'est qui ça? Elle a rien dit d'autre? Non, c'était incohérent. Elle disait qu'elle voulait le revoir pour lui expliquer qu'il avait tort et pas elle. Elle avait eu tort autrefois, mais plus maintenant. Des mots. Elle était sous l'effet du choc, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de Coster? Ce type est un cinglé. En essayant de faire son coup devant un magasin aussi fréquenté, il s'est exposé à se faire repérer, au risque d'être connu par la suite ou même à voir quelqu'un relever son numéro. Non, ce type agit de plus comme un obsédé. Il semble poursuivi par une idée fixe. Oui, il tient à commettre son crime avec un modèle déterminé de voiture. Une voiture comme la vôtre. Alors, à mon avis, pour l'assassin, ce modèle, enfin cette marque de voiture, doit avoir une valeur symbolique. Et je ne vois qu'une seule explication possible. Notre voiture lui a fait quelque chose. C'est insensé. Si Maureen avait provoqué un accident au volant de notre voiture, elle me l'aurait dit. Elle ne m'en a jamais parlé. Peut-être précisément allait-elle vous en parler le soir où elle vous a téléphoné. Et il n'est pas dit que c'était elle alors qui conduisait. Savez-vous si elle prêtait quelquefois sa voiture? Oh non, pas habituellement. Mais si quelqu'un avait eu besoin de sa voiture, votre femme l'aurait-elle prêtée? J'en doute. Tous nos amis ont des voitures. Prenez Randy Price, par exemple. Oui, si jamais il écrit une pièce à succès, il s'achètera probablement une Cadillac. Pour l'instant, il roule dans un vieux taco, un ancien taxi. Mais s'il avait eu une panne, elle lui aurait peut-être prêté la sienne. Au fait, a-t-on réparé récemment votre voiture, oui? Un pare-choc à redresser, un phare de cassé? Rien de ce genre? Pas que je sache. On trouvera. On y mettra le temps, mais on trouvera. Pour l'instant, ce que nous avons de mieux à faire, c'est d'interroger toutes les personnes qui ont pu voir votre femme au cours de ces dernières semaines. Il suffit quelquefois de bien peu de choses pour nous mettre sur la voie. Pourriez-vous, par exemple, nous donner la liste de ses fournisseurs habituels? Donc, il y aurait de cela 3 semaines. Et vous êtes certaine que cette femme était Mrs. Griffin? Ah oui, lieutenant. Elle m'avait donné un autre nom, mais je l'ai reconnu d'après le signalement fourni par Mr. Griffin. Vous notez toujours le nom des clients? Non, mais
Quand nous vendons des fleurs pour des occasions spéciales, nous demandons évidemment les noms de l'expéditeur et du destinataire. Sinon, comment ferions-nous pour livrer? Et qu'appelez-vous une occasion spéciale? Un mariage, un enterrement. Mais de quoi s'agissait-il en l'occurrence? D'une couronne mortuaire. Où l'a-t-elle fait livrer? Elle l'a pas fait livrer. Elle n'a pas voulu indiquer de nom ni d'adresse. Elle m'a dit qu'elle reviendrait elle-même prendre la couronne le lendemain dès que je l'aurais préparée. Et le lendemain, elle est revenue en voiture la chercher. Elle s'était arrêtée en double fil. Je me suis précipité avec la couronne et je l'ai posée sur la banquette arrière. Et Mrs. Griffin n'est pas descendue de voiture? Non, c'est ce qui avait été convenu. Elle était extrêmement pressée. Voyez-vous, Griffin, voilà enfin un indice. Votre femme a acheté une couronne mortuaire pour l'enterrement de quelqu'un, et elle ne voulait pas qu'on sache que c'était elle. Si nous savions à qui était destinée cette couronne, nous aurions fait un grand pas vers la vérité. Bon, nous allons étudier la liste des décès survenus aux environs de cette date. Et quand nous aurons trouvé un accident d'auto, Bonsoir, Vicky. Bonsoir, Steve. Ah, on a livré ce paquet ici en fin d'après-midi. Tiens. Agence littéraire Ellen Jordan, New York. Voyons. Oh, mais ce sont les manuscrits des pièces de Randy Price, qu'il avait lui-même remis à Maureen. Il faut les lui renvoyer. Ma fille a-t-elle été sage aujourd'hui? Elle doit être endormie à présent, mais elle commence à trouver que sa maman est partie depuis bien longtemps. Je ne sais plus que lui dire. Et les gens commencent à bavarder devant elle. Nous possédons un petit chalet au bord du lac. Pourquoi n'iriez-vous pas toutes les deux y passer 2 ou 3 jours? Si vous êtes libre, bien entendu. Je suis libre, Steve. C'est une très bonne idée. Je suis trop heureuse de pouvoir faire quelque chose pour vous et pour la petite. Mais n'étiez-vous pas venu pour voir vos parents? Je leur ai téléphoné ce matin. Ils comprennent très bien. Dans ce cas, nous pourrions partir pour le chalet dès ce soir. Oui. C'est à 1 demi-heure de la ville. Je devrais être de retour ici assez vite. Le lieutenant de Coster doit repasser dans la soirée. aucun enterrement de victimes d'accident de voiture. Je ne comprends plus rien. C'était la seule explication qui me venait à l'esprit. Et vous êtes-vous renseigné auprès des garages, des carrossiers? Oui, j'ai envoyé quelqu'un s'en occuper. Il n'a rien trouvé qui puisse indiquer que ma voiture ait été en réparation? Non, pas encore. Mais nous avons encore plusieurs garages à voir et nous finirons par trouver Griffin. Par avoir ce type. Et pendant ce temps, l'assassin de Maureen court toujours. Rien ne l'empêche de vieillir, de mourir dans son lit pour qu'ensuite ses petits-enfants viennent fleurir sa tombe. Fleurir sa tombe? Attendez. Pourquoi supposer que les fleurs étaient pour un enterrement? C'était peut-être pour une tombe? Une tombe vieille de plusieurs jours, de plusieurs mois? Non, si votre femme portait un remords en elle, elle a pu acheter les fleurs. Longtemps plus tard, elle est déposée sur la tombe. Et voilà. Non, mais j'aurais dû y penser. Je vais m'en occuper. Eh bien, lieutenant, où cela s'est-il passé? À West End. Je suis désolé, Steve. C'est peut-être une autre voiture que celle de votre femme. Je ne sais pas exactement. J'écoute. Comment cela est-il arrivé? Il y a 28 jours. À 8h55 du soir, une jeune femme est descendue du trottoir de West End Avenue. Et elle tenait une petite fille dans ses bras. Continuez. À l'instant précis où la femme mettait le pied sur la chaussée, une voiture a débouché du carrefour. Elle roulait vite et elle a dérapé. La personne qui se trouvait au volant a perdu le contrôle de sa direction. Elle les a écrasées toutes les deux. Oui. L'enterrement a eu lieu 2 jours plus tard. Mon Dieu. Une femme et sa petite fille. Et la voiture ne s'est pas arrêtée? La brigade de la circulation m'a dit que la voiture avait ralenti un moment en dérapant sur la chaussée. Puis elle a repris de la vitesse et elle a disparu. La personne qui conduisait a dû s'envoler Et on recherche toujours la voiture, hein? Oui. Elle est garée chez moi. Elle y est en ce moment même. N'est-ce pas? Il semble bien que ce soit ça, oui. Les inspecteurs de la circulation ont recueilli, comme d'habitude, des renseignements confus et contradictoires. Tout s'est passé si vite. Personne n'a pensé à relever le numéro. On est certain que d'une chose. C'était une conduite intérieure vert foncé. Comment s'appelaient ces gens?
Les parents? Martine. La femme s'appelait Sally. Le mari est propriétaire d'une petite épicerie dans West End. C'est-à-dire, était, car elle l'a revendue et a disparu depuis. Mais nous allons avoir plus de précision. Nous allons nous rendre chez les parents de Sally Martin. Un de mes hommes, Bill Ravenel, doit nous rejoindre là-bas. C'est lui qui s'est occupé de l'affaire. Mr. Shavok, je vous présente le lieutenant de Coster et Mr. Griffin. Y a-t-il du nouveau, inspecteur? Vous n'avez toujours pas retrouvé Alec? Non. Non, votre gendre n'a pas reparu. Mais nous ferons tout notre possible. Dites-moi, ces messieurs ne sont pas du tout au courant, alors j'aimerais que vous leur parliez un peu d'Alec, Mr. Shavok. Pour leur dire quoi? Alec Martin était un bon gars, il vivait avec sa mère et sa sœur. Sa sœur a fait des études. Et puis ma fille et Alex se sont mariés. Ils habitaient un peu plus haut dans la rue. Alec avait mis un peu d'argent de côté et il a acheté une épicerie. Il se débrouillait assez bien. Sally a eu son bébé. Alec devait travailler beaucoup au magasin et il restait ouvert tard le soir. Et le soir où c'est arrivé... Allez-y, Mr. Shavok. Allez, continuez. Ce soir-là, Sally était partie avec le bébé pour le chercher. Alec les attendait. Il était sur le pas de la porte. Il se faisait de grands signes. Puis elle s'est mise à traverser avec la petite. C'est alors que cette grosse voiture a débouché au coin de la rue et que... Sous les yeux d'Alec... Ça a failli le tuer. Il a manqué de devenir fou. Et puis? Et puis un jour, il y a tout juste une semaine, Alec est venu chez nous dans un état effroyable. Il a dit qu'il ne pouvait plus rester dans le pays, qu'il s'en allait. Il a dit qu'il nous écrirait. Mais depuis ce jour-là, on n'a eu aucune nouvelle. Vous ne savez donc toujours pas où il aurait pu aller? Non. Non, il a vendu la boutique, puis il a disparu. Merci, Mr. Shavok. Si vous entendez parler de lui, prévenez-nous. Nous avons vérifié, Griffin. C'est bien la couronne achetée par votre femme qui a été posée sur la tombe de Madame Martin et de sa fille. On a retrouvé l'étiquette. Et ce n'est pas tout. Un employé du service des cartes grises se souvient qu'un type, correspondant au signalement d'Alec Martin, est venu lui demander des renseignements au sujet d'un numéro de voiture. Et puis... Quoi encore? Un marchand de voitures d'occasion se rappelle avoir vendu une grosse conduite intérieure vert foncé il y a une semaine. Là encore, le signalement correspond. Tout concorde de plus en plus, n'est-ce pas? Oui. Martin a dû relever le numéro de votre voiture au moment de l'accident, il a dû voir qui était au volant, et il a décidé que Mrs. Griffin allait payer. Et qu'il ferait justice lui-même. Il s'est acheté une voiture identique à la vôtre et... Voilà. Nous le trouverons. Au volant d'une voiture de ce genre, il ne passera pas longtemps inaperçu et... Permettez de Coster. Je vais aller ouvrir. C'est une lettre express qui vient d'arriver. De qui? Je ne sais pas, il n'y a pas de nom d'expéditeur. Je l'ouvre. Eh bien, qu'y a-t-il sur cette lettre? Ce n'est pas une lettre. Simplement une ligne tapée à la machine. Sur une feuille de papier blanc. Et qu'y a-t-il écrit? Griffin, vous me devez la petite aussi. Mon Dieu, ma fille. Tu calmes, Steve. On va la protéger. Où est-elle en ce moment? Dans mon chalet au bord du lac, à une demi-heure d'ici, tout à la pointe avec Miss Clayton, une amie de Maureen. J'envoie tout de suite quelqu'un là-bas. Bill Ravenel, qui est déjà sur cette affaire Martin. Et ensuite, nous filons les retrouver. Steve, vous connaissez Bill Ravenel? Bonjour, Mr. Griffin. Vous n'avez rien à craindre, je vais installer 3 équipes de gars armés qui se relaieront jour et nuit. Comme ça, la sécurité de votre enfant sera garantie. À part ça, Bill, rien remarqué d'anormal ici? Si. Elle? C'est de moi qu'il veut parler, Steve. Oui, c'est la sœur d'Alec Martin. Je l'avais vue chez son père très peu de temps après l'accident. Vicky. Ainsi, vous n'étiez pas... Steve, ne me jugez pas avant d'avoir entendu ce que j'ai à dire. Votre frère sait où vous êtes? Non, et je ne sais pas où il est, lui. Sans ça, je lui aurais dit. Vous me croyez? Je ne sais pas. Je ne sais plus que penser. Steve, j'avais reçu une lettre d'Alec. C'était un récit incohérent de la tragédie qui s'était abattue sur la famille. Il me l'avait écrite quelques jours après l'enterrement.
Et quand je suis allée le retrouver... Oh, j'aurais dû m'en douter. Vous ne m'aviez rien dit de précis sur Maureen ni sur votre amitié. J'aurais dû... Écoutez, Steve. Aussitôt après la vente de l'épicerie, Alec m'a dit qu'il allait s'absenter quelque temps, essayer d'oublier. Je l'ai aidé à préparer ses valises, à ranger ses affaires. C'est là que j'ai trouvé dans ses papiers le nom et l'adresse de Maureen, des renseignements sur elle, le numéro de la voiture. Et c'est quand j'ai lu le journal, peu après, que j'ai fait le rapprochement. Vous auriez dû aller trouver la police tout de suite. C'était mon frère. Ainsi donc, Miss Martin, vous avez décidé d'assumer la responsabilité de protéger la petite fille. Et vous vous êtes présentée là-bas comme une amie de Maureen. Je ne croyais pas à la culpabilité d'Alec. Mais si je m'étais trompée... Vicky, je suis obligé de rentrer en ville avec le lieutenant. Vous voulez bien rester ici au chalet, auprès de mon enfant, jusqu'à ce que nous ayons trouvé votre frère. Merci. Merci, Steph. Entrez de Coster. J'allais me mettre au lit. Qu'y a-t-il? J'ai téléphoné à Bill. Nous avons rappelé les hommes de garde au chalet. C'est fini. Martin? Oui. Nous l'avons retrouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il est mort. On l'a retrouvé dans sa voiture, au fond de l'eau. Il y a à Timon Street, non loin de l'endroit où Maureen a été tuée, un bassin de radeau. Et comment l'avez-vous découvert? Des gosses nous l'ont signalé. Ils jouaient à la pêche sous-marine. Et la péniche amarrée au bout du bassin. Vous vous souvenez? Quand on est allé là-bas le lendemain de l'accident, on était en train d'y amarrer une péniche. Si les gosses ont l'habitude de faire la pêche sous-marine à cet endroit-là, si l'on a découvert la voiture que cet après-midi, c'est que la voiture de Martin devait être là depuis plus longtemps. Depuis le soir même où Maureen a été tuée. Après s'être vengé, Martin s'est jeté à l'eau avec la voiture. Mais alors, dans ce cas, la lettre anonyme, qui me l'aurait envoyée? Qui? Bon Dieu! Hé, Steve, où courez-vous, mais revenez! Non! Ne bougez pas. Restez assis. Et écoutez-moi. C'est vous qui étiez dans la voiture avec Maureen le soir de l'accident. C'est vous qui l'avez empêché de prévenir la police. Vous, Randy Price! Je ne sais pas ce que vous voulez dire, vous êtes fou! Non! Martin avait fait 2 tentatives pour tuer ma femme. Mais il n'osait plus. Il était à bout. Il voulait aller chez elle, pour lui parler, lui dire Dieu sait quoi. Mais vous êtes arrivé avant lui, pendant que Maureen me téléphonait. Vous avez compris qu'elle allait se dénoncer. Et vous avez pris peur. Et là-dessus, Martin est survenu, vous l'avez assommé. Jeté dans sa propre voiture, obligé Maureen à vous suivre, et vous êtes parti pour Timon Street, qui est une rue sombre, déserte, près des quais. Vous avez jeté Maureen hors de la voiture, vous l'avez écrasée, après quoi vous avez lancé la voiture à l'eau avec Martin dedans. Impossible, après ce double crime, de savoir la vérité, hein. Vous étiez couvert. Vous êtes fou! Vous ne pouvez rien prouver! Et la lettre anonyme pour faire croire que Martin était encore vivant, sans savoir que justement on venait de le retrouver. C'était pas vous qui l'aviez écrite? Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne connaissais Maureen que depuis très peu de temps. Comment voulez-vous dans ce cas que... Mais oui! Vous aviez soi-disant fait sa connaissance il y a 2 semaines. Donc, apparemment, après la mort de Sally Martin et de sa petite fille. Qui peut prouver que je la connaissais avant? Hein? Personne! Car je n'ai pas fait la connaissance de Maureen chez des amis, non, mais en ville, dans une librairie papeterie. Vous la connaissiez depuis beaucoup plus longtemps. En tout cas, avant la mort de la femme et de la fille de Martin. Vous lui aviez déjà communiqué des manuscrits. Maureen, sans vous en parler, avait écrit à une agence littéraire de New York et lui en avait envoyé 2. Ceux-ci sont revenus avec leur date d'expédition et le tampon de la poste. Randy, la femme et la fille de Martin ont été tuées au début de la soirée. La police sait à quelle heure exactement. Juste après le dîner. Vous reveniez sans doute, vous et Maureen, de dîner dans un de ces restaurants en dehors de la ville. Et vous rentriez à Mead Park par West End, n'est-ce pas? Oui. C'est en tournant dans West End que c'est arrivé. Maureen et moi, on riait, on cherchait des répliques pour une scène sur laquelle je travaillais. Et tout à coup, elles se sont trouvées là, au milieu de la rue, cette femme et cette gosse. Maureen n'a pas eu le temps de s'arrêter. Et vous l'avez forcée à continuer.
à s'enfuir. On n'y pouvait rien. C'était la faute de cette salie Martine. Si elle n'avait pas traversé à ce moment-là... Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai ramené la voiture ici. Et... j'ai nettoyé l'avant. Maureen ne cessait de dire qu'il fallait retourner là-bas. Au cours d'un bulletin d'information à la radio, nous avons appris que la femme et la petite étaient mortes, mais qu'on avait pu identifier la voiture. Alors il ne fallait pas retourner là-bas. J'ai essayé de faire comprendre à Maureen que c'était impossible. On nous arrêterait pour homicide, pour délit de fuite, et mon avenir d'auteur dramatique, compromis, anéanti à cause de cette idiote et de sa gosse. Si on m'arrêtait, comment ferais-je pour... J'avais toutes ces pièces à écrire. Et j'ai du génie, moi. Je ne veux pas. J'ai tout entendu. Venez, Randy Price. Venez signer vos aveux au poste de police. Allez. Allez, rentrez chez vous, Steve. C'est fini à présent. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. C'est bien commencer une année policière que de la commencer par un roman de Georges Simenon, surtout par un roman mettant en vedette notre vieil et cher ami Maigret. Ce roman qui s'intitule Maigret et les vieillards et que publient les presses de la Cité rend un son particulier et nostalgique. Nous avons vu jusqu'ici Maigret aux prises avec des milieux sociaux différents. Ici, le roman se situe sur le terrain encore inexploré de la diplomatie et de la haute aristocratie. Mais il se situe aussi dans le temps. Le facteur temps joue un grand rôle dans cette histoire. On peut même dire qu'il la domine. C'est une histoire d'un autre temps, dont les protagonistes ont vieilli sans rien abdiquer des usages, des principes et des sentiments qui les gouvernaient dans leur jeunesse. C'est une histoire datant d'une époque où un homme pouvait baser sa vie sur un amour unique, un amour si noble et si respectueux que celle qui en était l'objet pouvait en accepter publiquement l'hommage sans que même son époux légitime s'en offensât. Une histoire comportant des serviteurs d'un dévouement porté jusqu'à ses plus extrêmes limites. Il va sans dire qu'un crime commis dans ce milieu demande à la fois, pour en atténuer les répercussions et assourdir l'enquête, une habileté consommée et de grande qualité de cœur. On fait donc appel à Maigret. Mais Maigret est étrangement déconcerté par tous les personnages âgés, contemporains de la victime, qui semblent parler un langage que lui-même, par moments, ne comprend plus. Tout paraît simple cependant. Le comte de Saint-Hilaire, ancien ambassadeur, a été trouvé dans son rez-de-chaussée de la rue Saint-Dominique, tué de plusieurs balles de revolver. C'est sa domestique, mademoiselle Larieux, à son service depuis 46 ans, qui a découvert le cadavre et prévenu le quai d'Orsay. Qui a pu tuer un si vieil homme auquel d'ailleurs on n'a rien dérobé? Nul n'a vu l'agresseur et la domestique se renferme dans un silence obstiné. Au surplus, le comte de Saint-Hilaire allait toucher au but de sa vie, épouser la femme qu'il aimait et que la mort de son mari venait de libérer. Ai-je dit que ce récit émouvant et grave est également un remarquable suspense, et que Georges Simenon continue à se renouveler en se surpassant. Maigret et les vieillards par Georges Simenon est publié aux presses de la Cité. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Nous l'attendions depuis longtemps, ce film de folklore français qui aurait montré notre nouvelle Camargue partagée entre les taureaux et le riz. Depuis que l'on a créé des rizières et que l'on a développé la culture dans cette région, où régnaient naguère les bêtes et les gardianes, une certaine partie du pays a changé de visage. Nous l'attendions donc, ce film, et quand on sut que c'était l'excellent écrivain Albert Vidali qui avait écrit un scénario original sur la rivalité des gardianes et de ces hommes nouveaux qui cultivent le riz, quand on sut que c'était le très bon metteur en scène Yves Allégret qui réaliserait ce film, on était plein d'espoir. Voici aujourd'hui cette œuvre appelée Le chien de pique,
mais comment cacher que nous sommes profondément déçus? C'est le scénario surtout qui est peu satisfaisant. L'histoire est visiblement composée pour mettre en valeur la vedette, et quand on sait que cette vedette, dit Constantine, est en même temps son propre producteur, on comprend que celui-ci ait montré quelque complaisance envers lui-même. Eddie Constantine joue le rôle d'un rancher possédant une importante manade. Son passé semble assez louche, mais il paraît aujourd'hui complètement assagi, et lorsqu'un de ses anciens amis vient lui demander refuge, il a besoin de se cacher après un coup dangereux, notre nouveau gentleman guardian l'accueille généreusement, mais lui fait clairement comprendre que pour lui, cette vie est terminée. Le gangster en activité va profiter de sa retraite forcée pour monter un nouveau coup dans une petite ville voisine le jour de la grande corrida. Profitant de ce que toute la population est au taureau, comme l'on dit là-bas, notre homme va entreprendre de divaliser une banque. La situation est amusante. Elle nous rappelle exactement le sujet d'un charmant opéra bouffe d'Alexandre Arnoux et Jean Vienner, intitulé précisément Les taureaux, sujet qui fut d'ailleurs inspiré à l'auteur par un fait divers survenu jadis en Espagne. Après avoir été Lemmy Caution, Eddie Constantine est ici le gangster repenti. Il est bien et monte à cheval comme un vrai gardien. Raymond Pellegrin est son ancien complice. Il est généralement meilleur en honnête homme qu'en mauvais garçon. Douking, Pierre Clémenti et Marie Versini sont les autres bons interprètes de ce chien de pique qui n'est pas de très bonne race. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Cache-tampon, film radiophonique de Jean-Luc Terex, d'après un roman de Talmadge Powell, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean Bollot, Claude Ligoni, Henri Poirier, Yves Duchâteau, Lisette Lemaire, Pierre Constant, René Farabet, Geneviève Morel, Jean Mauvais, Henri Djanik. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Francis Granal et Arlette Lehambre. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.